Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je trouve ça très intéressant de parler du métier d'enseignant-chercheur, en fait, et puis d'expliquer finalement quel est notre quotidien. Donc j'ai essayé en fait un petit peu de structurer mon intervention pour vous expliquer ce qu'est la recherche en arts plastiques, mais le plus simplement possible. Donc j'ai pris pas mal d'éléments aussi à vous montrer. Je commencerai peut-être par vous expliquer mon parcours, qui vous permettra aussi de comprendre pourquoi les travaux qui sont présentés ont cette orientation particulière. Donc moi j'ai un parcours qui était un petit peu sur deux fronts, puisque en fait j'ai commencé par faire une école de design, une école qui se trouve à Reims, qui était assez pionnière, puisque par exemple le premier cours de design culinaire se trouvait dans cette école, plus spécifiquement, donc c'était extrêmement intéressant, c'était donc en 2001. Et puis j'avais vraiment envie de me professionnaliser dans cette branche-là, mais je me suis rendu compte, j'ai fait 2 années dans cette école, que voilà, j'avais d'autres envies, notamment besoin de transmettre aussi, et puis de développer en fait des recherches autour des questions qui étaient liées au design, mais aussi aux arts plastiques, puisque j'avais fait un bac avec l'option arts plastiques. Donc voilà, la création, c'était un petit peu quelque chose qui avait toujours été dans mon parcours. Donc j'ai fait une validation d'acquis en fait pour intégrer l'université en licence 2, et puis ensuite j'ai suivi un parcours finalement jusqu'à... Alors moi j'étais à cheval sur la réforme de la maîtrise, donc j'ai fait une maîtrise et ensuite j'ai fait 2 masters, dont un en scénographie que je co-dirige aujourd'hui, et puis un master 2 recherche pour me diriger vers une thèse. Voilà, donc c'est finalement en fait le sujet que j'ai choisi pour ma thèse, il avait vocation de lier le parcours que j'avais fait avant, notamment en design, et celui que je faisais actuellement, qui était plutôt dans le domaine des arts plastiques. Parce que à l'époque, dans les années 2000, il y avait un petit peu une tendance qui montrait que dans certaines branches du design, on s'interrogeait sur le fait d'avoir des objets qui ne soient plus uniquement fonctionnels, mais aussi qui pouvaient être artistiques. Donc normalement, le design, c'est vraiment un art appliqué. On répond à un besoin, à une fonction. Et là, notamment, alors dans la branche hollandaise, il y avait toute une espèce de révolution autour de cette question-là, et je trouvais ça très très intéressant. Donc ma thèse portait vraiment sur les liens entre art plastique et design, et par un biais particulier, l'idée c'était de voir comment les objets et les créations en fait utilisaient la nature, et notamment les mécanismes scientifiques, pour pouvoir soit faire passer un message, soit effectivement réfléchir à la manière de manipuler un objet, de l'utiliser. Voilà, donc cette thèse, je l'ai soutenue en 2012. Et puis, ensuite, je n'ai pas été en poste tout de suite à l'université, mais j'ai eu une charge de cours, enfin un poste temporaire, à l'école des Beaux-Arts de Nancy, qui a donc une section design. Alors en fait, il y a 3 sections dans cette école. Et donc, moi, j'enseignais les sciences du design, donc plus la partie théorique et aussi le suivi des mémoires. Donc voilà pour ce qui relève, on va dire, du parcours. Alors, quand on parle de recherche en arts plastiques, c'est un petit peu compliqué de s'imaginer ce qu'on fait. D'ailleurs, souvent, quand on essaye d'expliquer quelle est finalement notre manière de faire de la recherche, voilà, on n'a pas toujours... il faut être assez simple dans les explications qu'on va fournir. Alors, il faut savoir que, en fait, la recherche en arts plastiques, on l'appelle recherche-création, parce qu'elle va lier
à la fois de la théorie à de la pratique. Donc on va avoir des outils qui sont aussi bien ceux de chercheurs qui sont de purs théoriciens, c'est-à-dire des ouvrages, on va utiliser beaucoup de monographies, de catalogues d'expositions. On va aller voir aussi beaucoup d'événements, hein. On va visiter des galeries, etc. En fait, c'est très important aussi de se maintenir au courant de l'actualité. Alors ça, j'y reviendrai, mais c'est aussi important pour la pédagogie, en fait. Parce que on fait une recherche aussi qui est une recherche qui, en quelque sorte, étudie ce qui est en train de se faire au moment présent. Et c'est ça où c'est difficile. Il y a une vraie différence entre l'historien de l'art et le chercheur en art plastique. Et en fait, les premières facs d'art plastique sont créées, alors là je fais juste un petit historique, mais c'est pour vous expliquer, dans les années 60, en fait, juste dans le siège de mai 68 à Vincennes. Et c'est là où on se dit, donc l'art plastique est enseigné comme une discipline à l'université. Donc voilà, c'est une vraie innovation. Et en plus, l'idée, c'est vraiment de lier de la théorie à de la pratique. Théorie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des cours aussi bien, effectivement, sur l'histoire des arts, au sens large, mais on va aussi parler d'art contemporain, on va parler d'histoire de l'exposition, par exemple. On lit beaucoup aussi la question de l'œuvre à son mode de présentation, à son exposition, c'est très important, en fait. Et ça aussi, dans la pédagogie, ça l'est. Et puis, on va avoir aussi de la pratique. Alors la pratique, ça va être tout ce qui est dessin, mode de création. Si vous prenez le terme art plastique, en fait, c'est un terme qui va apparaître, pareil, dans les années 60, et qui désigne tous ces nouveaux modes de création, en fait. Hein, donc voilà, pour vous resituer un petit peu les choses. Donc, la personne qui fait de la recherche en art plastique, comme dans mon cas, on va aussi bien travailler sur des éléments théoriques que des éléments pratiques. Et on va utiliser aussi ce qu'on observe dans les processus artistiques pour pouvoir les réemployer dans notre recherche. Donc je donnerai 2 projets en exemple, en fait. Un premier projet qui a été initié en 2016 avec une collègue donc, qui s'appelle Suzanne Muller, qui s'intitule Paysage de l'étrange. Vous avez donc, je vous montre là, c'est le second ouvrage en fait qui vient de sortir. Donc puisqu'on a organisé plusieurs événements, notamment des journées d'études, un colloque, et en fait, ce projet de recherche portait vraiment sur la question des paysages de guerre. Comment les artistes plasticiens peuvent réfléchir, ou en tout cas transmettre des événements, une mémoire autour de ces questions-là, à travers un travail artistique. Donc, chose qui n'est pas évidente. On s'est rapproché en fait d'une association qui se trouve à Verny. Vous avez un fort qui s'appelle le fort de l'Aisne, ou la Feste Wagner. C'est un fort qui date donc de la période allemande, qui a été construite entre 1904 et 1910. Et l'idée, en fait, c'était de collaborer avec eux, venir sur place, réaliser des sortes de prélèvements par la photographie, le dessin. On a utilisé vraiment plusieurs médiums pour ça. Et puis, du coup, ensuite, organiser une exposition sur le site même, en montrant comment, en fait, la nature reprend ses droits et quelles sont les traces qui subsistent sur ce site, notamment. Alors, on n'a pas... les relevés qu'on a fait, les interventions, elles ne portaient pas uniquement sur ces forts-là. On a aussi beaucoup travaillé autour du Mont-Saint-Quentin, puisqu'il y a plusieurs forts. La Feste Wagner, elle est intéressante parce qu'en fait, vous avez, c'est un fort où les éléments sont éclatés à la allemande. Donc, il y a vraiment cette question du camouflage qui est très importante. Vous avez les différents éléments qui sont très peu apparents. Donc, voilà, c'était très intéressant. Donc, on a fait un travail photographique. Alors, vous pouvez, si vous voulez, c'est des cartes postales qui ont été éditées. Si vous avez envie d'en prendre, n'hésitez pas. Voilà, c'était ce qui annonçait notamment l'exposition qu'on a pu réaliser à cette occasion-là. Et puis ensuite, donc, on a essayé l'idée, c'était de réfléchir aussi d'un point de vue théorique à partir de ce projet artistique sur finalement quels sont les modes d'intervention de l'artiste
par rapport à cette dimension historique. Alors on parle souvent notamment de l'artiste en historien. Alors ça fait parfois grincer des dents, mais voilà, il y a vraiment cette dimension-là. Il y a dans le domaine des arts plastiques cette question. Et vous avez des artistes qui travaillent vraiment avec cette orientation, cette dimension. Donc ça, c'était pour le premier projet, pour un petit peu vous expliquer. Et ce projet datait de 2016. Et donc j'ai voulu aussi vous parler d'un projet qui était un petit peu plus récent, pour vous expliquer aussi comment les documents d'archives pouvaient servir de support. Et comment on pouvait construire effectivement aussi un travail à partir de ces éléments-là. Donc moi, il y a plusieurs lieux avec lesquels je travaille, notamment les archives municipales de la ville de Metz. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux, mais aussi le jardin botanique. Alors parce que justement ce rapport à la question de la nature et du paysage est présente. Et du coup, en fait, j'ai mené un travail autour notamment du rapport entre la représentation dans l'histoire naturelle et la pratique du dessin, aujourd'hui, actuelle, contemporaine, parce que c'est quelque chose qui est aussi beaucoup interrogé et développé. Donc comment on voyait notamment certaines images qui se représentaient des résurgences, en fait. Comme par exemple, vous avez la forme du cabinet de curiosité qui est très très tendance, donc ça on le voit beaucoup. Vous avez des collections d'art contemporain, alors vous avez une très très grosse collection qui a été créée en 1993 par exemple, par Jean-Hubert Martin, qui est un commissaire critique d'art très célèbre. Donc l'idée c'était vraiment ça, et donc j'avais travaillé sur des fonds. Alors eux malheureusement ne disposaient pas de fonds. L'idée c'était de travailler vraiment autour de la question de l'eau et des coquillages, avec des planches d'histoire naturelle. Donc eux avaient quelques éléments. J'ai fait appel aussi à la médiathèque de Metz, qui m'a permis d'accéder aussi à un fonds. Et puis j'ai utilisé en fait des éléments personnels que j'avais pu chiner. Donc je suis vraiment partie de ces éléments-là. Je voulais vous montrer. Donc vous aviez ce type de planche, voilà, qui était présenté avec les autres travaux. Ce type d'éléments-là aussi, donc toutes les représentations, en fait, la manière de représenter les coquillages, leur évolution, etc. Et dans le même mécanisme, j'avais réfléchi à une manière, en fait, non pas de dessiner, reproduire le coquillage, mais plutôt de dessiner sur le coquillage. Je trouvais ça intéressant parce que ça reprenait aussi des procédés anciens, par exemple, que vous trouvez dans les cabinets de curiosité, comme la gravure, mais ce n'est pas de la gravure, c'est du dessin. Et il fallait trouver un moyen de stabiliser ce dessin sur la coquille, puisque la nacre n'accroche pas en fait la peinture, ou là, en l'occurrence, ce sont des feutres très fins. Donc voilà, j'ai fait des recherches là-dessus et essayé de mettre en point un dispositif. Du coup, je vous montre aussi le livret de l'expo, qui permettait du coup de en quelque sorte, retranscrire tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour la partie recherche. Donc je passe un petit peu vite parce qu'il y a énormément de choses, je pourrais dire énormément de choses sur la manière en fait, dont on utilise justement la question des processus artistiques, dont on expérimente pour pouvoir penser en fait, à la fois la question du process dans l'art, mais aussi finalement la question de l'œuvre. Est-ce que, aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas toujours une œuvre qui va être finalisée. Ça peut être le processus qui est important en fait. Et c'est quelque chose aussi qu'on essaye de retranscrire en tant que chercheur dans la pédagogie. Donc ça, c'est important, et on se sert en fait aussi justement de cet usage notamment de l'exposition pour pouvoir former les étudiants à cette question-là. L'idée, c'est aussi qu'ils soient capables, donc notamment en licence 3 par exemple, de pouvoir référencer leurs travaux, donc que le travail artistique qu'ils vont produire ne soit pas uniquement un travail comme ça, sans réflexion, mais qu'au contraire, il soit basé sur une réflexion très importante. Souvent, quand on parle de recherche en art plastique, ce qui est très décrié, c'est qu'on pense que la recherche-création, en fait, c'est l'œuvre d'art qui sert de travail de recherche. C'est pas uniquement ça, en fait. C'est vraiment une articulation entre
théorie et pratique. Alors, ce qui produit ça aussi, c'est la concurrence qui peut exister entre les écoles des beaux-arts. Je pense que vous connaissez les accords de Bologne, la réforme LMD. Donc, en fait, ces éléments-là ont permis, du coup, de créer une sorte de cohésion entre les diplômes dans les écoles d'art et à l'université. Ça veut dire que vous pouvez aussi faire un doctorat dans une école d'art aujourd'hui. Et que cette question de la recherche-création, en tout cas dans une école d'art, elle est toujours... c'est vraiment la règle, en quelque sorte. À l'université, quand vous faites des arts plastiques, vous pouvez très bien choisir de faire un doctorat qui soit uniquement théorique, soit effectivement un doctorat de recherche-création. À mon époque, on appelait ça le doctorat ou la thèse mixte. C'est un peu bizarre, mais ça voulait dire en gros que vous produisiez à la fois un écrit et un travail plastique, en fait, qui était directement imbriqué. Voilà. Donc, du coup, moi, j'avais fait un travail autour de la question de l'herbier. Ma thèse, d'ailleurs, va être publiée. J'ai mis un petit peu de temps, puisque ça date de 2012, mais elle sera publiée assez prochainement. Et donc, voilà. C'était pour vous expliquer un petit peu... comment dire, tous les éléments, en tout cas les outils qu'on utilise dans ce domaine plus spécifiquement. Et merci pour votre écoute.